D'accord. Alexander, faisons une mise à jour sur ce qui se passe en Ukraine. Commençons par la situation sur les lignes de front. Je veux aussi te poser des questions sur les rapports de Forbes et de quelques autres médias grand public, ainsi que sur l'interview de Zelensky avec le Philadelphia Inquirer. Dans une partie de l'interview, les rapports et les commentaires de Zelensky se sont concentrés sur l'utilisation des attaques MS pour frapper les bases aériennes russes. En particulier, une base aérienne russe à Voronezh, où ils prétendent que les Sukhoi décollent pour lancer les attaques à la bombe planante Fab 3000. J'ai vu ces derniers jours beaucoup d'articles parlant d'obtenir la permission de Biden pour utiliser les attaques MS afin de frapper cette base aérienne. On pense que cette base aérienne est très exposée en tant que cible et que l'armée ukrainienne pourrait causer beaucoup de dégâts si elle disposait des attaques MS pour la frapper. Ce serait une façon de neutraliser le succès et les effets des bombes planantes dévastatrices. Peut-être pouvez-vous inclure cela dans votre discussion sur ce qui se passe en première ligne. En fait, je vais commencer par cela, parce qu'il y a une admission sur l'effet des bombes planantes. Il y a une admission de toutes parts que cela a été un type d'arme miracle. Quand nous parlons d'arme miracle, cela a été en quelque sorte un type d'arme miracle pour la Russie. Oui. C'est un autre exemple de la manière dont la planification et la préparation à la guerre sont menées du côté ukrainien et occidental. Ils élaborent un plan astucieux pour attaquer une base aérienne à Voronezh. Et bien sûr, ils en informent les Russes des semaines à l'avance. Ils disent, voilà ce que nous allons faire. Cette base aérienne est exposée, elle n'est pas particulièrement bien défendue, elle est située dans un endroit stratégique. Alors, attaquons cette base aérienne. Et ils discutent de cela des semaines à l'avance. Et bien sûr, violons également les lignes rouges russes, parce que nous allons utiliser des attaques MS pour le faire, ce que les Russes ont déclaré être une ligne rouge. Utiliser des missiles de croisière à longue portée pour mener des attaques sur une base aérienne si proche des lignes de front à l'intérieur de la Russie est une provocation claire. Poutine a déjà déclaré clairement que c'était une ligne rouge. Donc nous en parlons, nous informons les Russes et nous leur donnons toutes les raisons de se préparer à défendre cette base aérienne. Lorsque les attaques MS seront lancées, ce qui, soit dit en passant, sera le cas, nous pouvons être confiants que cette décision a déjà été prise. Je pense que c'est la première chose à dire. Nous nous dirigeons vers cette énorme escalade supplémentaire, violant les lignes rouges russes et incitant les Russes à fournir des armes encore plus meurtrières à divers opposants des États-Unis. Il y a un rapport qui circule, par exemple, selon lequel Poutine a maintenant contacté les Saoudiens et leur a demandé s'ils s'opposaient à ce que la Russie fournisse des missiles antinavires supersoniques avancés à la milice Houthi au Yémen. Réfléchissez à ce que cela signifie. Nous allons violer les lignes rouges russes pour exécuter un plan dont nous avons déjà pleinement informé les Russes à l'avance. Ainsi, les Russes disperseront leurs avions de cette base. Les Sukhoi 34 ont une longue portée et il y a beaucoup de bases aériennes en Russie. Les Russes ont également des capacités de ravitaillement en vol. Cela ne va pas avoir l'efficacité que les gens pensent. En outre, et c'est un point que j'ai souligné dans programme après programme, Brian Baletic l'a également fait, les attaques MS ne se révèlent pas aussi efficaces que les gens le disent. Les Russes les abattent en nombre toujours croissant. Et ils ont en fait réussi à obtenir des spécimens presque intacts. Ils ont maintenant une très bonne idée de la façon dont les attaques MMS fonctionnent et leurs défenses aériennes vont devenir encore plus efficaces.
Donc, nous allons violer les lignes rouges russes et provoquer les Russes à des actions qui sont complètement contraires à nos propres intérêts. Cela nous mettra dans une position géopolitique bien pire. Nous allons encore plus exaspérer le peuple russe en effectuant des frappes de missiles avec des missiles américains sur des bases en territoire russe. Et nous faisons tout cela d'une manière qui ne fera aucune différence pour l'issue finale de la guerre. Nous informons même les Russes à l'avance. C'est un exemple classique de la façon dont l'administration, puisque ces fuites proviennent de l'administration, a géré toute cette guerre. Tout tourne autour de la gestion de l'information. Les choses ne vont pas bien sur les lignes de front. Ils veulent trouver un moyen d'escalader parce qu'ils sont obsédés par l'escalade sans fin. Ils veulent dire au peuple américain avant les élections, « Eh bien, vous savez, les choses vont mal en Ukraine, mais elles ne sont pas si mauvaises parce que nous pouvons encore les renverser. Nous pouvons frapper les Russes là où ça fait mal. Nous pouvons attaquer leurs bases aériennes. Les Russes ne répondront pas, ce qui bien sûr est faux, car ils répondront. Cela signifiera que les FAB 3000, 1500 et 500 ne seront pas aussi dévastateurs qu'ils l'ont été jusqu'à présent. C'est tout simplement stupide. C'est une manière incroyablement insensée de procéder. Mais c'est bien sûr précisément ce qu'ils vont faire. D'accord. Donc, lors de l'interview avec le Philadelphia Inquirer, le journaliste, après avoir parlé avec Zelensky, a conclu que dans la direction de Kharkov, les choses se sont à peu près stabilisées. La fourniture d'armes à l'Ukraine par Biden a été un facteur majeur dans cette stabilisation, empêchant la Russie de prendre la ville de Kharkov. Les problèmes se situent maintenant dans le Donbass. Ce n'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Au fait, Alex, laisse-moi te lire très rapidement une chose que Zelensky a dite concernant les pertes. Et voici une citation. Tout d'abord, la main-d'œuvre. Vraiment, ils, en référence aux Russes, ont beaucoup plus de gens. Et vraiment, nous prenons mieux soin de nos gens. Mais aujourd'hui, nous avons un Ukrainien mort pour 6 Russes sur les fronts Est et Nord, a déclaré Zelensky. Des sources des services de renseignement britanniques affirment que les Russes perdent maintenant 1200 hommes par jour, le taux le plus élevé de toute la guerre. Même pour une armée russe qui traite les soldats comme de la chair à canon, ce ratio est intenable. Ce n'est qu'une partie de l'interview que Zelensky a donnée. Il semble que ce soit une inversion de la réalité. C'est une inversion complète de la réalité. Nous avons le projet Mediazona qui suit les pertes russes de manière assez précise en utilisant des sources ouvertes. Il ne montre rien de semblable à ces chiffres. Poutine, en revanche, affirme que les pertes russes représentent environ 1/5 des pertes ukrainiennes, peut-être même moins. Donc c'est une inversion complète. L'histoire selon laquelle la situation sur les lignes de front de Kharkov a été stabilisée et que les seuls problèmes se trouvent dans le Donbass est encore une fois un récit médiatique. Au cours des prochaines semaines, ce récit va commencer à s'effondrer. C'est déjà sur le point de s'effondrer. Si vous vous souvenez, nous avons déjà traversé cela. Après l'offensive ukrainienne de l'année dernière, il y a eu une période de quelques semaines où il disait que la situation sur les lignes de front était dans une impasse. Puis Avdiivka est tombé et il y a eu de la panique. Il y avait toutes sortes d'histoires sur l'envoi de troupes, Macron en parlait, et toutes sortes de choses. Encore une fois, au cours des derniers jours, depuis que la décision a été prise de permettre l'utilisation d'armes occidentales pour frapper des positions russes à l'intérieur de la Russie, le récit a été avancé que la situation s'est stabilisée.
Et bien sûr, ils savent que la situation n'a pas été stabilisée. Vous avez mentionné plus tôt comment ils admettent l'efficacité des bombes FAB que l'armée de l'air russe largue. Donc ils savent que la situation n'est pas stabilisée. Maintenant, ils vont autoriser des frappes de missiles sur la base aérienne de Voronezh. Ce sera le prochain tournant dans le récit que la situation s'est stabilisée. Mais la situation n'est pas stabilisée. Au cours des dernières semaines, dans la région de Kharkov, il y a eu de nombreux rapports, tous provenant de sources ukrainiennes, sur la façon dont l'Ukraine allait lancer une grande contre-attaque dans la région de Kharkov pour repousser les Russes à la veille du prochain sommet de l'OTAN. Au lieu de cela, ce qui s'est passé, c'est que nous avons maintenant eu toute une cascade d'informations provenant des lignes de front dans la région de Kharkov. Ces rapports montrent que, loin de pouvoir monter une contre-offensive réussie, les troupes ukrainiennes dans la région de Kharkov refusent de plus en plus les ordres d'attaquer. Et ce sont les Russes qui avancent. Maintenant, surtout au cours des dernières heures, nous avons reçu beaucoup d'informations provenant de cette ville appelée Volchansk, où se déroulent les principales batailles. Il semble que dans la partie nord de Volchansk, qui est le lieu de la plupart des combats et la partie la plus stratégique, les Russes ont fait des avancées majeures. Ils ont percé les défenses ukrainiennes et leurs forces blindées traversent maintenant la ville. Cette ville en particulier est susceptible de tomber à un moment donné au cours des prochains jours ou peut-être des semaines. Donc, loin de la situation s'étant stabilisée, ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens ont jeté un grand nombre d'hommes pour essayer de retenir les Russes. Ils ont ralenti les avancées russes. Les avancées dans la région de Kharkov ont coûté très cher. Les Russes continuent d'avancer. Il semble probable que les défenses ukrainiennes à Volchansk et peut-être à Kharkov soient sur le point de s'effondrer. Il en va de même ailleurs sur les fronts de bataille. Nous recevons une énorme quantité de nouvelles du Donbass, et les nouvelles y sont extrêmement sombres. Nous avons eu des informations selon lesquelles en Ukraine, dans une ville importante, Chasov Yar, les Russes semblent être en train de dégager la position fortifiée majeure que les Ukrainiens ont à l'ouest de cette ville. Cette position est clé pour les Ukrainiens dans la défense de Chasov Yar. Dans une autre ville importante appelée Toretsk dans le centre du Donbass, les défenses ukrainiennes se sont complètement effondrées. On s'attendait à ce que ce soit l'une des positions les plus fortifiées et défendues de l'Ukraine. Au lieu de cela, les Russes ont réussi à pénétrer les lignes de défense et à s'enfoncer profondément dans Toretsk. Il y a des suggestions que toute la ligne de front là-bas est également susceptible de s'effondrer à un moment donné dans les prochaines semaines ou mois. La plus grande crise de toutes se déroule maintenant un peu plus au sud, dans la région d'Avdiivka, où les Russes, il y a quelques semaines, ont capturé le village important d'Ocheretino. Ils ont avancé vers l'ouest depuis ce village, en direction de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk. Au cours des dernières heures, il semble que toutes les lignes de défense à l'est de Pokrovsk se soient effondrées. Les Russes progressent et il semble qu'ils soient sur le point de couper les principales routes d'approvisionnement de Pokrovsk pour l'armée ukrainienne plus à l'est, qui affronte les Russes dans d'autres parties du Donbass. Globalement, la situation sur les lignes de front pour l'Ukraine devient désastreuse. Lorsque Zelensky parle des pertes très élevées des Russes, il admet en réalité les siennes. What he's really doing is he's admitting his own. He's coming round gradually to telling us that
Il en vient progressivement à nous dire que la situation sur les lignes de front est très mauvaise. Les Russes submergent les Ukrainiens avec des machines, des drones, des chars et des bombes FAB dont nous parlions. Les Ukrainiens ne sont pas en mesure de les repousser. Cette marée montante des Russes fluctue parfois, mais elle continue finalement à avancer inexorablement vers l'ouest. Les lignes de défense ukrainiennes dans le Donbass, à travers le Donbass, et sur toute la ligne de contrôle semblent maintenant de plus en plus minces. Les pertes ukrainiennes atteignent des niveaux que nous n'avons jamais vus à aucun autre moment de la guerre. Oui, Alexander Mercouris dit que ces pertes sont intenables pour l'armée ukrainienne. C'est juste une admission par projection. Il dit essentiellement que c'est intenable pour nous, pour l'Ukraine. Mais que se passe-t-il lorsque la Russie ouvre un autre front dans la direction de Sumy? C'est possible, voire probable. Que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il lorsque Zelensky limoge Syrski? Sa position est maintenant très incertaine. Il n'est pas apprécié par l'armée ou les soldats. Il semble que Zelensky ne soit plus très favorable à Syrski. Que devient alors le récit? Que se passe-t-il avec la situation de l'électricité en Ukraine? Je lis des rapports disant que c'est bien pire qu'ils ne l'ont laissé entendre. Alors que l'été se termine et que nous nous dirigeons vers l'hiver, la saison va être extrêmement difficile pour l'Ukraine. Comment l'Ukraine va-t-elle surmonter tous ces défis? Je viens de mentionner 3 grandes difficultés. Vous parliez de la situation sur la ligne de front. Évidemment, il y a un problème de main-d'œuvre et de lourdes pertes parmi les soldats. Obtenir de l'argent de l'Occident collectif, en particulier des États-Unis, ne va plus être facile. Comment l'Ukraine va-t-elle s'en sortir au cours des 5 ou 6 prochains mois, compte tenu de tous ces problèmes qui s'accumulent? Eh bien, il est important de ne pas donner de date de fin précise à cela. Mais, vous savez, célèbrement, non, je ne le fais pas. Je ne fixe pas de date de fin. D'accord. Mais commençons par le système énergétique. Vous avez tout à fait raison. Le système énergétique a été effectivement détruit. Les Russes l'ont essentiellement détruit. Ils n'ont pas attaqué les centrales nucléaires parce qu'ils sont, vous savez, ils ont promis à leurs propres alliés, la Chine, l'Inde et d'autres, qu'ils n'attaqueraient pas les centrales nucléaires en raison des risques environnementaux massifs. Mais ils ont détruit à peu près tout le reste. Ils ont détruit toutes les centrales thermiques et toutes les centrales hydroélectriques. Ils ont maintenant montré qu'ils ont la capacité d'attaquer les transformateurs, les endroits où l'énergie électrique est acheminée et réacheminée. Les Russes sont maintenant en position de pouvoir couper toute l'électricité en Ukraine, empêchant les consommateurs ukrainiens de recevoir de l'électricité essentiellement à volonté. Nous en sommes maintenant essentiellement à ce point. Et même s'ils ne le font pas, l'Ukraine ne produit pas assez d'électricité pour couvrir quoi que ce soit de proche de ses propres besoins. Il importe de l'électricité d'Europe, alors qu'auparavant il exportait de l'électricité vers l'Europe. Mais avec les Russes en position de détruire les stations de transformation, même cela n'est plus une solution. Nous avons donc une crise massive et colossale du système énergétique qui se développe à travers l'Ukraine. Et bien sûr, cela va devenir bien pire en hiver. Cela signifie que le peuple ukrainien va subir des difficultés terribles pendant l'hiver, car il n'aura pas une alimentation électrique adéquate. Il est important de se rappeler qu'en Ukraine, les températures en hiver tombent régulièrement bien en dessous de 0. Au-delà de tout cela, cela signifie également que l'économie productive ukrainienne, ses industries, devra cesser de fonctionner dans la mesure où elle fonctionne encore.
And it will affect the agricultural sector because it's too. Cela affectera le secteur agricole, car il nécessite également de l'énergie électrique. Alors que la situation financière de l'Ukraine continue de se détériorer, l'Occident peut injecter des quantités astronomiques d'argent, mais l'Ukraine a été obligée d'accumuler de plus en plus de dettes pour couvrir à la fois son budget et son déficit commercial. Il arrivera un moment où tout cela deviendra insoutenable, et nous verrons tout le système imploser. Cela pourrait se produire dans les 5 ou 6 prochains mois. Je ne sais pas exactement quand, mais tôt ou tard, probablement plus tôt que tard. Presque certainement d'ici l'année prochaine ou plus tard, tout cela va s'effondrer. Et nous allons voir cet effondrement dont les gens parlent depuis si longtemps. Un effondrement militaire sur les lignes de front, un effondrement économique et financier, et bien sûr un effondrement politique. C'est là que nous abordons la question de Zelensky et de sa position. Nous savons qu'il y a des rapports selon lesquels les Américains essayent maintenant de penser à quelqu'un d'autre pour diriger l'Ukraine à la place de Zelensky. Lorsque nous atteindrons ce point d'effondrement, lorsque toutes les illusions et les récits qui ont été concoctés autour de l'Ukraine depuis si longtemps s'effondreront enfin, ce sera le moment où nous serons en plus grand danger. En supposant que l'administration actuelle soit toujours en fonction, nous verrons la plus grande panique balayer l'Europe. Nous serons confrontés à une situation comme nous n'en avons jamais vu en Europe ou en Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou du moins pas depuis la crise des missiles cubains de 1962. Espérons qu'une nouvelle administration à Washington pourrait nous empêcher d'atteindre ce point en prenant des mesures diplomatiques et politiques pour l'éviter. Mais sur la trajectoire actuelle, ce point est inévitable. Il est voué à arriver et se rapproche maintenant très rapidement. Je suis d'accord avec cela. Une fois que nous atteindrons ce point de rupture, il y aura une panique générale de la part de l'Occident collectif. Et c'est à ce moment-là que ce sera le plus dangereux. Nous le disons depuis un certain temps maintenant, mais il semble que c'est là où nous nous dirigeons. La partie effrayante, juste pour conclure la vidéo, est que je ne peux penser à aucun leader dans l'Occident collectif qui sera capable de calmer les choses et de nous sortir de ce pétrin. Du côté russe, il y a des adultes dans la pièce, mais dans l'Occident collectif, je ne vois personne qui pensera de manière rationnelle. Eh bien, regardez qui ils choisissent pour occuper les postes importants en Europe. Je veux dire, ils ont maintenant choisi Mark Rutte pour remplacer Jens Stoltenberg. Mark Rutte est le jumeau identique de Jens Stoltenberg. Et ils vont remplacer Josep Borrell, qui est extrêmement russophobe et incompétent, par Kaja Kallas, qui est encore plus extrême et incompétente. Il y a maintenant des allégations concernant les transactions financières dans lesquelles son mari a été impliqué, que je ne vais pas explorer dans cette émission. Mais elle est loin d'être la personne à qui vous feriez appel pour garder la tête froide en cas de crise du genre de celle qui s'annonce. Donc, vous avez absolument raison. Je ne vois personne en ce moment qui ait la moindre idée de ce qu'il faut faire. Eh bien, nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Très bien. Le Duran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Prenez soin de vous. Down below. Take care.